Bonjour à tous. La loi Asile et Immigration poursuit son parcours au Sénat. La droite sénatoriale, vous le savez, a choisi de durcir la version gouvernementale. Les débats se prolongent. Il reste près de 300 amendements à examiner. Les débats devraient d'ailleurs se prolonger lundi. Alors depuis 3 jours, les sénateurs ont adopté plusieurs mesures importantes, notamment l'article 8 sur l'obligation de quitter le territoire en cas de refus d'une demande d'asile si la personne vient d'un pays sûr. Également l'article 5 qui concerne la définition des pays d'origine sûrs. Les sénateurs, ils ont également voté la réduction de 120 à 90 jours du délai pour déposer une demande d'asile. Et puis autre fait marquant, ce n'était pas attendu, un article a été supprimé à la demande du gouvernement et de la gauche. La majorité sénatoriale avait décidé en commission qu'un rejet définitif d'une demande d'asile vaudra obligation de quitter le territoire. Ce ne sera donc pas possible. L'article a été supprimé. Et puis enfin, les sénateurs ont maintenu à 30 jours le délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile en cas de rejet d'une demande d'asile. Une position saluée par la gauche. Et puis hier soir, les sénateurs ont adopté la restriction de l'aide médicale d'État. C'est le dispositif qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Le Sénat l'a remplacé par une aide médicale d'urgence concentrée sur les maladies graves. Alors ce matin, vous allez le voir, les discussions se concentrent sur le durcissement du regroupement familial. Les débats ont commencé par un rappel au règlement de Marie-Pierre de La Gontrie sur l'absence de la majorité sénatoriale hier soir dans l'hémicycle. Résultat, une multiplication de scrutins publics qui ont ralenti fortement les débats. La sénatrice socialiste a demandé un renvoi du texte en commission. Pour l'instant, les débats se poursuivent. Direction donc l'hémicycle tout de suite pour écouter cette séance. C'est un rappel au règlement fondé sur les articles 16 et 24 du règlement. Nous avons connu, pour ceux qui étaient présents en séance, une séance un peu complexe hier, et notamment hier en fin de journée, puisque au final, la séance a dû ne pas aller jusqu'à son terme, même si nous avons siégé jusqu'à minuit, parce que le groupe majoritaire étant sous-représenté, les scrutins publics s'avéraient nécessaires à chaque étape de leur côté, et donc le débat n'a pas pu se dérouler dans de bonnes conditions, ce qui est très regrettable au regard de l'importance du sujet. Nous avons donc repris nos travaux à l'instant. Il est prévu de siéger toute la journée. Fort bien. Il n'empêche que, et c'est sans doute fatal, que le problème de sous-représentation de la majorité sénatoriale reste vivace apparemment. Du coup, j'interroge vous, Monsieur le Président, sur la nécessité de renvoyer ce texte en commission. Pourquoi ? L'absence de la majorité sénatoriale semble traduire une difficulté de cette majorité pour soutenir ce texte, tel qu'il est en tout cas sorti de la commission des lois. Sinon, bien évidemment, leur effectif eût permis qu'ils soient majoritaires par rapport aux effectifs évidemment bien moins importants que ceux de l'opposition. Donc je pense qu'il faut regarder raisonnablement, sans esprit polémique, puisque je vois que notre collègue Karoutchi a immédiatement levé la main. Gardons à l'esprit cette proposition et cette demande. Nous verrons comment vont se dérouler les débats au cours de la matinée, mais interrogeons-nous sur le sens politique de ce qui s'est passé hier, sur le sens politique de l'absence de la majorité sénatoriale sur ce texte, qui est pourtant son texte, puisque modifié par la commission des lois à majorité LR, comme il se doit. Pour autant, les élus de ce groupe ne sont pas présents. Donc, encore une fois, c'est un problème interne à la majorité sénatoriale, mais c'est devenu un problème pour le Sénat tout entier, puisque nous ne pouvons pas travailler dans des conditions correctes sur ce texte, encore une fois, important. Donc, voilà pourquoi je fais cette proposition. Pour un rappel au règlement, Monsieur Karoutchi, vous avez la parole. C'est quel... Le même. Celui que vous avez cité pour votre rappel au règlement. Bah oui, bien entendu. Oui. Monsieur le Président, Madame la Ministre, hier soir, et je reconnais que le groupe LR compris, on n'a pas franchement donné un spectacle digne du Sénat. Et dans les propos,
parce que j'ai entendu beaucoup de choses, la comparaison avec des drames des années 30, des horreurs sur tout et rien. Franchement, je ne suis pas convaincu que si un quelconque citoyen a suivi les débats sénatoriaux d'hier soir, ils se disent que tout ça est très à l'équilibre et dans la dignité la plus extrême. Alors, j'entends bien, elle n'est plus là, ah si, elle est là. J'entends bien Madame de La Gontrie qui dit comment, c'est la preuve que le groupe LR ne soutient pas un texte alors qu'il a la majorité à la commission. Mais Madame de La Gontrie, nous avons la majorité dans toutes les commissions. Par conséquent, tous les textes sont nos textes quand ils arrivent dans l'hémicycle, pas plus celui-là que les autres textes sur d'autres sujets. Alors c'est vrai, je suis le premier à le reconnaître et à le regretter parce que moi j'étais là. Que hier soir, il y a eu ce phénomène absolument extravagant d'une majorité insuffisamment mobilisée et d'un groupe socialiste plus nombreux, d'où la cascade de scrutin public, d'où les interruptions. Je le regrette infiniment. Et c'est un problème qu'on devra régler en interne du groupe LR. Pardon de vous dire, ça peut arriver à tous les groupes et ça peut arriver à tout moment sur n'importe quel texte. Alors, il y a eu un problème hier soir, j'en suis infiniment au regret, mais enfin, oui, quand vous dites que ce matin on n'est pas très nombreux, vous non plus. Vous non plus. Nous sommes majoritaires, nous allons le prouver. Le règlement du Sénat autorise que je sache les scrutins publics. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas changé le règlement du Sénat là-dessus. Par conséquent, nous allons sereinement siéger aujourd'hui, continuer le débat. S'il pouvait, au-delà des polémiques, être dans un peu plus de dignité sur ce qu'est réellement le sujet, plus que sur des comparaisons plus ou moins oiseuses, ça ira mieux pour tout le monde. Parce que je vais vous dire, franchement, hier soir, au-delà des histoires de scrutin public, d'interruption, moi, je n'étais pas très à l'aise par rapport à certains propos qui ont été tenus. Voilà, c'est tout. Donc, c'est parfait. Moi, je pense, Monsieur le Président, qu'on peut parfaitement continuer à siéger. Madame Assassi, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Mon rappel au règlement se fonde sur les mêmes articles que ceux cités par ma collègue Marie-Pierre de La Gontrie. Je ne vais pas revenir sur l'épisode, je pense qu'elle a très bien relaté ce qui s'est passé hier, mais Monsieur Karoutchi, voyez-vous, on respecte tout autant que vous le Sénat et les débats du Sénat. Après, nous l'avons dit, nous avons des désaccords profonds sur un certain nombre de sujets et nous les exprimons dans l'hémicycle. Mais convenez quand même que ce qui a retardé nos débats, c'est effectivement la multiplication des scrutins publics. Ce n'est pas le débat. Et Monsieur Karoutchi, vous êtes ici depuis un certain nombre d'années, comme moi, et rappelez-vous que sur un texte d'une importance politique comme celui-ci, auparavant, nous avions 2 semaines de débat. Là, on nous demande, sur un texte fondamental, de débattre pendant 3 jours. Donc, on a un problème avec l'ordre du jour que le gouvernement propose au Parlement et particulièrement au Sénat. Et on va en avoir les conséquences, et on y reviendra au moment des discussions sur le projet de loi constitutionnel et les autres projets de loi ordinaires et organiques. Donc, on est face à un problème politique, auquel je rajoute que nous savons très bien que sur un sujet sensible comme l'asile, l'immigration, l'intégration, il peut y avoir, je vais le dire comme ça, des divergences politiques aussi au sein de certains groupes qui refusent de s'exprimer, d'où aussi leur absence. Nous sommes relativement homogènes sur le sujet. Nous n'avons pas de soucis politiques, nous ne voulons pas de ce texte, et c'est la teneur de nos interventions, et y compris la teneur de nos propositions. Donc moi, je veux bien siéger le soir, la nuit, le week-end, etc. Vous savez, je l'ai dit hier, nous sommes un groupe qui, quand même, proportionnellement, est bien représenté dans les débats parlementaires. Mais je crois qu'il ne faut pas abuser. Parce qu'il y a, pour une part, une responsabilité portée par la majorité sénatoriale, ça c'est évident, et pour une part aussi une responsabilité du gouvernement sur l'ordre du jour parlementaire. Donc, si nous siégeons lundi après-midi, lundi soir, voire lundi dans la nuit, moi je demande à ce que ce soir, le débat se termine aux environs de 20h, 20h30, pour reprendre sereinement lundi après-midi. Je vous remercie. Bien. Alors, il y a le rappel au règlement de Madame Marie-Pierre de La Gontrie qui demande
un renvoi en commission. Alors, tout d'abord, ma réponse à cette demande précise. D'après l'article 44, alinéa 5 du règlement, une motion de renvoi en commission sur l'ensemble du texte doit être déposée avant de passer à l'examen des articles. Il peut y avoir une demande de renvoi en commission sur certains articles, ce qui reste à la discussion. Dans ce cas-là, il faut déposer une motion le demandant et la commission, vu que c'est un texte du gouvernement en procédure accélérée, doit statuer dans la journée même, ce qu'elle peut faire en 10 minutes, si elle le souhaite. Donc ça, c'est pour votre requête. Madame Assassi ne demande pas ça. Elle demande que nous puissions continuer nos travaux normalement. Très franchement, la balle est dans votre camp, puisque je vous ai donné la procédure. Pour l'instant, je suis saisi donc d'aucune procédure concrète. Je ne suis pas saisi d'une résolution, d'une motion concrète. Donc, on va continuer nos travaux. Et on va continuer nos travaux probablement dans un schéma, mais ce sera annoncé en temps voulu, qui est celui dont a parlé Madame Assassi. C'est-à-dire de travailler normalement et d'ouvrir ce qu'il faudra faire probablement lundi pour continuer sereinement, sans s'épuiser avec toujours les mêmes. Et d'ailleurs, quand on travaille en journée et pas nuit après nuit, ça évite des dérapages quand tout le monde est fatigué. Donc, je pense que c'est la meilleure solution. Donc, nous reprenons notre séance là où on l'a arrêté hier, c'est-à-dire à l'article 10 ter, amendement 449. Monsieur Richard est là. Monsieur Karam. Alors, la demande qui est faite, c'est la suppression de cet article. Je vous donne l'argumentaire. Le rapporteur a jugé opportun de tirer les conséquences du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures au sein de l'espace Schengen, en étendant au cas de franchissement des frontières internes la possibilité de relever les empreintes digitales, ce qui est aujourd'hui limité aux étrangers en situation irrégulière, contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers à l'espace Schengen. Or, on peut en convenir que le refus d'entrée visant un étranger se situant hors du territoire national, il apparaît dès lors difficile de justifier l'enregistrement de leurs données biométriques. D'autant qu'il peut toujours, l'objet d'un enregistrement, il peut être plutôt dans une application de police, ajustée spécifiquement aux zones d'attente et dédiée à la gestion des étrangers non admis. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir un enregistrement complémentaire dans l'ADGREF. Cette mesure irait même à l'encontre de l'objectif gouvernemental, l'étranger ayant vocation à retourner rapidement dans son pays de départ. Merci. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, cet amendement 449 veut supprimer les dispositions de l'article 10 ter qui a été effectivement inséré par la Commission. Je voudrais simplement rappeler qu'en l'état du droit, seuls peuvent être relevés, mémorisés et faire l'objet d'un traitement automatisé les empreintes digitales et la photographie des étrangers en provenance d'un pays tiers à l'espace Schengen et ne remplissant pas les conditions d'entrée. La Commission des lois a souhaité prendre en compte les conséquences du rétablissement du contrôle aux frontières intérieures au sein de l'espace Schengen, depuis d'ailleurs la fin de l'année 2015, et sécuriser les prises d'empreintes lors des contrôles aux frontières terrestres de la France. En effet, plusieurs parquets de tribunaux, naturellement, se sont ouverts du problème auprès de votre serviteur, soulignant qu'il serait particulièrement utile aux forces de police déployées à la frontière terrestre de mieux contrôler les personnes qui font l'objet de procédures dites de refus d'entrée. C'est la raison pour laquelle la Commission a émis un avis défavorable à l'amendement de suppression déposé et portant le numéro 449. Merci. Madame la ministre, votre avis. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. L'article 10 donc, a été adopté par la Commission des lois afin de renforcer l'efficacité des contrôles dans le cadre des procédures de non-admission à la frontière, en ouvrant la possibilité de relever systématiquement les empreintes digitales aux fins de vérification d'identité
et de consultation du fichier des personnes recherchées. Dans le cadre des procédures, j'insiste, de non-admission au cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures. Dès lors qu'en stricte conformité avec le code frontières Schengen, le rétablissement des contrôles d'entrée et de sortie permet les vérifications approfondies qui incluent des vérifications des empreintes digitales et des consultations des fichiers. Les dispositions de cet article 10 ter ne sont, à notre avis, pas utiles. En effet, les personnes placées en zone d'attente à la suite des refus d'entrée sont réputées non entrées, par évidence, sur le territoire français et ne relèvent donc pas de l'application AGDREF, mais d'une application spécifique aux zones d'attente. Pour ces motifs, le gouvernement émet un avis favorable à cet amendement, puisque nous trouvons que ce qui a été ajouté dans le texte, en fait, n'est pas utile. Voilà. Défavorable de la commission. C'est un avis défavorable de la commission. Bien, je n'ai pas de demande d'explication de vote. Je rappelle, avis défavorable de la commission, avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Vous confirmez ça? Il n'est pas adopté. Nous passons à l'article 10 quater. Plutôt l'article 10 ter pour le voter. Qui est pour? Qui est pour l'article 10 ter? Qui est contre? Il est adopté. Article 10 quater. J'ai une série de 3 amendements identiques de suppression de l'article. Monsieur Lecomte, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. La Commission a décidé d'allonger le délai à l'issue duquel un étranger pouvait solliciter le regroupement familial de 18 à 24 mois. Nous nous opposons à cette évolution et proposons de supprimer l'article. Nous considérons que la possibilité de bénéficier d'un regroupement familial est une condition indispensable pour une bonne intégration dans notre pays, dès lors que la personne étrangère en situation régulière doit vivre et s'installer dans notre pays. Et nous ne comprenons pas cette disposition qui est à l'évidence contraire aux conditions d'une bonne intégration, et nous proposons donc la suppression de cet article. Amendement identique du gouvernement. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, le gouvernement a déposé un amendement de suppression de cet article introduit par la commission des lois qui durcit les conditions du regroupement familial. En effet, le gouvernement ne peut être favorable à l'article 10 quater, introduit par la commission des lois, qui vise à faire passer de 18 à 24 mois la durée de séjour régulier requise pour déposer une demande de regroupement familial. En effet, la directive du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial prévoit que le demandeur doit pouvoir être rejoint au plus tard après 2 ans de séjour régulier. L'administration dispose, quant à elle, d'un délai de 6 mois pour instruire un dossier de regroupement familial. Dans ces conditions, le demandeur doit pouvoir être admis à déposer sa demande dès qu'il peut se prévaloir de 18 mois de séjour régulier pour qu'il puisse être rejoint au plus tard après 2 ans de séjour régulier, comme l'exige la directive.
Il est donc proposé de supprimer cet article 10 quater qui est manifestement contraire au droit communautaire. J'ajoute au demeurant que le but recherché par cet amendement, qui est de limiter la voie de l'immigration par l'intermédiaire du regroupement familial, ne présenterait, à supposer qu'elle soit possible juridiquement, qu'une efficacité relative, puisque le regroupement familial ne représentait en 2017 que 15 000 titres sur un total, je dis bien 15 000, sur un total de 242 000 titres délivrés. Je vous remercie. Merci. L'avis de la commission ? Non, on va finir avec les amendements identiques, excusez-moi. C'est Monsieur Karam encore ? Oui ? Alors, la demande est la suppression aussi de cet article. L'explication, le délai maximal prévu par la directive peut être rejoint de 24 mois. Or, l'administration a besoin d'un délai de 6 mois d'instruction. L'article 8 de la directive 2003/86/CE du 23 septembre 2008 indique que les États membres peuvent exiger que le regroupant ait séjourné légalement sur leur territoire pendant une période qui ne peut pas dépasser 2 ans, avant de se faire rejoindre par les membres de sa famille. Il faut introduire donc une condition de résidence préalable de 24 mois qui excède donc presque les marges d'appréciation laissées à la discrétion des États membres sans qu'une justification suffisante soit avancée. Merci. L'avis de la commission maintenant, monsieur le rapporteur. Monsieur le Président. Donc l'avis porte évidemment sur les 3 amendements, le 257 rectifié bis, 422 et 450. Effectivement, la Commission a donné un avis favorable à un amendement déposé par M. Retailleau, notamment sur la thématique du regroupement familial et sur le passage d'un délai de 18 mois à 24 mois pour que celui-ci soit possible. Pourquoi a-t-elle donné un avis favorable à cet amendement? Parce qu'elle souhaite, tout au long de ce texte, d'ailleurs, sur l'ensemble des dispositions, ne pas surtransposer les directives européennes et rester sur des standards plutôt plus rigoureux, de manière à mieux maîtriser les situations. Je voudrais quand même rappeler sur le plan du droit que concernant la conformité au droit européen, l'article 8 de la directive dispose que les États membres peuvent exiger que le regroupant ait séjourné légalement sur leur territoire pendant une période qui ne peut pas dépasser 2 ans avant de se faire rejoindre par les membres de sa famille. Cette condition de séjour de 2 ans était d'ailleurs applicable entre 1993 et 1998, que le Conseil constitutionnel l'avait d'ailleurs à l'époque déclaré parfaitement conforme dans sa décision du 13 août 1993. Mais de même que le 26 juin 2006, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que cette condition de séjour de 2 ans n'a donc pas pour effet d'empêcher tout regroupement familial, mais maintient au profit des États membres une marge d'appréciation limitée en leur permettant de s'assurer que le regroupement familial aura lieu dans de bonnes conditions après que le regroupement ait séjourné dans l'état d'accueil pendant une période suffisamment longue pour présumer une installation stable et un certain niveau d'intégration. Un des enjeux de l'immigration régulière est évidemment de poursuivre cette qualité d'intégration et cette nécessaire intégration que nous souhaitons tous naturellement qu'elle soit parfaitement réussie. C'est dans ces conditions-là que, ne souhaitant pas, je le redis, sur l'ensemble du texte surtransposé les directives européennes, l'amendement a eu un avis favorable, mais que les 3 qui sont déposés de suppression ont reçu un avis défavorable. Très bien. Donc, est-ce que le gouvernement a défendu, à travers son propre amendement, sa position sur les autres, qui sont identiques? Absolument. Donc, y a-t-il des explications de vote? Il n'y a pas d'explication de vote. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public de la part du groupe Les Républicains pour ces 3 amendements identiques. Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, l'avis du gouvernement est favorable. Il vous est proposé, donc, considérant que le regroupement familial est un droit des hommes à vivre en famille, mais qu'il n'est aucun devoir sur la France et les Français pour accueillir l'ensemble des familles des personnes qui souhaitent travailler en France, on vous propose tout simplement que le regroupement familial se fasse dans le pays d'origine de l'intéressé. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur.
Donc, on a bien noté que le 492 rectifié tombait, mais que le 158, la commission a émis un avis défavorable. Très bien. Madame la ministre, votre avis? Je veux dire que, tout simplement, un avis défavorable, naturellement. Voilà. Monsieur Meurant, pour explication de vote. Alors, cette question est une question importante qui se pose, et comme elle devrait se poser concernant le droit au retour pour les personnes qui sont déboutées, la question du droit au retour pour ceux qui, au final, constateraient qu'ils n'ont pas d'avenir légal en France, à la possibilité de retour. Donc là, je maintiens l'amendement. Oui, monsieur Ouzoulias, pour explication de vote. Oui, je vais intervenir avec le discernement que nous a demandé monsieur Carucci, et en restant sur les chiffres, la rationalité, et essayer de donner un peu de hauteur à ce débat. Dans l'objet de votre amendement, monsieur, vous distinguez immigration de travail et immigration de peuplement. Donc j'avais envie de vous poser une simple question. Il y a aujourd'hui 1 800 000 Français à l'étranger représentés ici par des sénateurs dans notre haute assemblée. C'est un chiffre qui croît de plus de 5% par an. Il s'agit de quelle immigration? De travail ou de peuplement quand c'est des Français à l'étranger? Monsieur Temal, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Sur cet amendement-là, mais permettez-moi aussi de dire un mot sur le 492 et globalement sur la genèse de ce texte. Et on l'a dit hier, mais on peut le redire aujourd'hui. Excusez-moi, Monsieur Carucci, nous avons le droit aussi de nous exprimer et on vous écoute aussi à chaque fois que vous le souhaitez. Comment? Bon. Ce que je veux dire par là, c'est qu'encore une fois, on démarre et au début, vous nous indiquiez que c'est un texte où il y avait de l'humanité et on voit bien que discussion après discussion, amendement après amendement, tout ça est en train d'être dénaturé. Ce qui d'ailleurs peut-être explique l'état de la présence depuis quelques jours de certains de nos collègues. Parce que, on le voit bien, on commence par asile-immigration, ce qui est déjà un premier problème. Puis maintenant, et depuis hier, on a eu le droit à la proposition de la suppression du droit du sol. Aujourd'hui, le même collègue d'extrême droite nous propose de supprimer le regroupement familial. Et puis notre collègue Meurant, qui, plus malin, j'allais dire, nous propose de fait de le limiter, voire de le réduire. Et donc, jusqu'où cela va-t-il aller? Donc, c'est pour ça que nous sommes opposés à ce type d'amendement. Et nous souhaitons, encore une fois, que la part d'humanité annoncée soit vue. Parce qu'à la fin, on en parle beaucoup, mais on ne la retrouve pas. Monsieur Young, pour explication de vote, toujours. Merci, Monsieur le Président. Moi, je dois dire que je trouve cet amendement particulièrement cynique, parce qu'il revient à dire qu'un ressortissant étranger qui est régulièrement en France, régulièrement, et donc dont on peut penser qu'il a un travail, un emploi, un logement, que celui-ci, au miracle, il peut demander le regroupement familial, mais à Ouagadougou. Enfin, franchement, de qui se moque-t-on? C'est vraiment un acte particulièrement pervers, moi, je trouve. Et évidemment, nous ne le suivrons pas. Très bien. Monsieur Lecomte, pour explication de vote. Je veux dire que cet amendement m'incite à lire l'amendement précédent, qui n'a pas été défendu, et qui semble très modéré par rapport à l'amendement du Front National, par rapport à ça. Enfin, c'est quand même incroyable d'imaginer que dans une institution républicaine, on puisse nous proposer des choses de cette nature. Mais de quoi parle-t-on? On parle de droit à pouvoir mener une vie familiale normale dès lors qu'on est sur le sol, le territoire de la République. C'est une condition de l'intégration. Mais c'est juste cynique, incroyable, à se demander, Monsieur Meurant, si vous avez vraiment compris ce que vous nous avez proposé. Bien. Nous allons passer au vote. Il y a 2 avis défavorables. Qui est pour?
Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. On passe au vote sur l'amendement 159 de Monsieur Meurant. Alors, il s'agit donc l'immigration familiale toujours, qui constitue la principale source de l'immigration régulière durable, et qu'il n'est pas raisonnable d'ouvrir le droit au regroupement familial en France au bout de simplement 18 mois. Et de remplacer donc les mots par 5 ans. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, j'ai expliqué tout à l'heure que dans ce texte, nous ne souhaitions pas retranscrire les directives européennes. Là, la directive est claire, les engagements de la France sont clairs de respecter cette directive, que le regroupement familial ne peut pas, le délai est de 2 ans maximum. Naturellement, il ne peut pas être de 5 ans. Je dis les choses telles qu'elles sont. L'avis est défavorable. Madame la ministre, l'avis du gouvernement? Même avis. Y a-t-il des explications de vote? Monsieur Lecomte. Monsieur Lecomte. Oui, l'immigration familiale, plus de la moitié de celle-ci, ce sont des conjoints et des familles de Français. Ça peut vous échapper, qu'il y ait des familles binationales. J'imagine que ça vous échappe, compte tenu de la manière dont vous proposez, de ce que vous proposez. Mais il faut savoir que l'humanité est une, et qu'on ne peut pas, plus de la moitié des titres qui sont donnés, des titres de séjour qui sont donnés à titres familiaux, sont des titres qui relèvent finalement simplement de conjoints et de familles de Français. Monsieur Temal, pour explication de vote toujours. Encore une fois, merci, Monsieur le Président. On touche à un droit fondamental, enfin le droit de vivre en famille. Et comme on vous l'a dit, Monsieur Meurant, il y a aujourd'hui bon nombre de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Comment pourrions-nous imaginer qu'on leur interdise de vivre avec leur famille? Et comme vous l'a dit Monsieur Lecomte, n'oublions pas l'ensemble des Français qui ont une femme ou un mari qui sont à l'étranger. Et on veut là aussi leur retirer un droit fondamental. Donc c'est inacceptable et il serait bon dorénavant que vous ressaisissiez. Bien, nous allons passer au vote. Je n'ai plus de... Ah, Monsieur Meurant, pour explication de vote. Si on pouvait se passer de leçons de morale, ce serait pas mal. Ça permettrait de faire avancer, parce que je vais reprendre systématiquement la parole pour dire que les Français à l'étranger, lorsqu'ils travaillent, en général, on ne se pose pas les mêmes questions. Si les Français partent à l'étranger, c'est parce qu'ils trouvent du travail plus facilement à l'étranger, et que le regroupement familial de Français à l'étranger, en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, si vous êtes déplacé aux États-Unis, si vous êtes déplacé en Australie, si vous êtes déplacé dans ces pays, les règles de droit sont beaucoup plus strictes et beaucoup plus respectées. Et là, nous, si nous en sommes à se poser des questions sur le regroupement familial, sur l'immigration, c'est que nous sommes dans l'incapacité, en fait, d'avoir une politique migratoire au sens large, concrète, réelle. Nous sommes dans la soumission au flot de personnes venant sur notre territoire et qui pénètrent sous n'importe quelle forme de regroupement familial ou autre. Et la politique française ne permet pas de contrôler ces entrées. Et nous en sommes là à discuter d'un sujet qui fait exploser en fait l'Europe en ce moment. Vous êtes nombreux à regretter les votes du peuple. Et ne perdez pas cette notion essentielle, c'est que nous sommes ici en France à défendre les intérêts des Français, des familles françaises, et que là, le regroupement familial tel qu'il est conçu aujourd'hui est un moyen de détourner, encore une fois, les règles fondamentales liées à la dignité humaine. Nous allons passer au vote. Il y a 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public sur l'ensemble de l'article 10 quater par le groupe Les Républicains. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 165 sur l'article 10 quater.
Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs et sénatrices au groupe politique et notifiées à la présidence, nombre de votants 332, nombre de suffrages exprimés 331, pour l'adoption 196 contre 135, le Sénat n'a pas adopté. Nous passons... Ah pardon, c'est presque l'habitude. Le Sénat a adopté. Nous passons à l'article 11A. 3 amendements identiques de suppression. Monsieur Lecomte, pour l'amendement 258 rectifié bis. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet article nous propose, ou plutôt fait injonction au gouvernement, de lier les délivrances de visas dans nos ambassades et consulats à l'étranger aux ressortissants qui souhaitent venir en France, en particulier pour des courts séjours, à la manière dont ces pays délivrent les laissez-passer consulaires pour les personnes qui devraient être éloignées et sont sur notre territoire de manière irrégulière. Il est bien évident que lorsqu'il y a, avec un certain nombre de pays, des difficultés pour obtenir des laissez-passer consulaires, des efforts, en particulier des efforts diplomatiques, doivent être mis en œuvre. Par contre, lier par définition les délivrances de visas à des ressortissants qui souhaitent venir en France pour des raisons d'échange en France et en Europe, avec le comportement du gouvernement, du pays d'origine, par rapport au laissez-passer consulaire, me semble particulièrement dangereux. Hier, Monsieur le Ministre nous a parlé de la situation en Afrique et nous a finalement donné toutes les bonnes raisons de ne pas conserver cette disposition dans le projet de loi. Puisqu'en réalité, si l'on veut pouvoir lutter contre l'immigration irrégulière, il faut pouvoir casser le mythe de la réussite systématique lorsqu'on arrive en France. Il faut permettre de la mobilité. Et si on commence à lier les laissez-passer consulaires aux délivrances de visas par nos ambassades et consulats, on fait exactement le contraire. On incite à ce que tous les mouvements soient des mouvements irréguliers. J'ajoute à cela qu'il est totalement irresponsable, parce que les relations bilatérales de la France avec tous les pays du monde, et en particulier avec les pays d'Afrique francophone, sont à de multiples facettes. On ne peut pas tout lier à la question migratoire. Est-ce qu'il serait responsable aujourd'hui de lier l'ensemble de la relation, par exemple, avec le Mali, à la question migratoire? Certainement pas. D'ailleurs, d'autres éléments ont justifié une intervention au Mali, parce qu'il n'y a pas que la manière dont le gouvernement malien délivre des laissez-passer consulaires dans notre relation. Si nous parlons d'autres pays avec lesquels nous avons besoin de coopération en matière de sécurité, il est totalement irresponsable de vouloir faire lier tous nos efforts diplomatiques à la délivrance des laissez-passer consulaires, et l'égalité entre les citoyens du monde exige que leur demande de visa pour de courts séjours en France... Il faut conclure. Je conclus. Non, ça fait 20 secondes déjà. Doivent être étudiés de manière individuelle. Alors, je le dis, parce que des fois, ça m'arrive d'être en bas, je ne vais pas arrêter quelqu'un qui a dépassé de 5 à 10 secondes, mais à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Surtout qu'il y a vraiment le temps, il y a beaucoup d'amendements encore. La parole est à Monsieur Alain Richard. Bon, il arrive, nous sommes en train de vérifier, qu'on présente la même proposition avec des argumentations extrêmement différentes. Je suis en désaccord absolu avec tout ce que vient d'expliquer l'orateur précédent, car je crois qu'il est absolument nécessaire et rationnel, si on veut avoir une politique de maîtrise des flux migratoires qui est vitale pour ce pays et pour l'Europe, d'utiliser tous les moyens dans les rapports de souveraineté pour obtenir des pays d'origine des flux migratoires qu'ils assument leurs responsabilités et qu'ils reprennent les citoyens qui ont été légalement évincés du territoire français. Et ceci est particulièrement vrai à l'encontre de pays avec lesquels nous avons des liens de proximité et de solidarité, mais qui, sur ce plan-là, pour des raisons sociales que nous pouvons entendre, sont non coopératifs dans des conditions qui sont directement contraires aux intérêts de la France. Simplement,
Ce qui nous conduit à souhaiter la suppression de cet amendement, c'est qu'il pose des problèmes de séparation des pouvoirs sur lesquels, habituellement, au Sénat, on est tout de même attentif, puisqu'il a le caractère, en réalité, d'une injonction au gouvernement dans ses responsabilités de politique internationale. Donc, il peut se produire qu'une commission adopte ce qu'on appelle habituellement un amendement d'appel et du coup en fasse un article de loi. Mais honnêtement, il ne nous paraît pas du tout rationnel d'utiliser un article du Code d'entrée et de séjour des étrangers sur le territoire pour enjoindre au gouvernement de mener telle ou telle politique en matière de visa. Donc, je crois que cette politique est nécessaire. Le gouvernement, d'ailleurs, l'amène, mais ça peut être à partir d'un débat annuel, par exemple, sur ces sujets, que l'échange se fait avec le Parlement, mais ça ne doit pas être à partir d'un article faussement législatif. Bien. Monsieur Hermel. Oui, Monsieur le Président. S'il est vrai que l'efficacité des mesures d'éloignement est une question centrale, nous pensons aussi avec l'accumulation des argumentaires à la fois du collègue Richard, mais également en partie de notre collègue, nous présentons le même amendement et nous demandons la suppression. Bien, avis de la Commission sur ces trois amendements identiques, Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, la Commission a émis un avis défavorable à ces trois amendements. Quelques mots d'explication, qui ont d'ailleurs été parfaitement résumés par Monsieur le ministre Alain Richard. Nous savons que l'efficacité de notre politique migratoire passe d'abord, en matière de lutte contre l'immigration irrégulière, par l'obtention de laissez-passer consulaires des pays sources. Tout le monde admet ce principe. Nous savons aussi que l'obtention de... Alors, nous avons la liste des pays, je ne vais pas citer la liste des pays à cet instant, qui nous délivrent le moins de laissez-passer consulaires. Ce n'est pas le but. Le but est quand même, à travers cet article, de pouvoir réaffirmer un principe, qui est d'ailleurs pas une injonction, puisque l'on dit, sa rédaction dit simplement que le gouvernement peut avoir une négociation avec les pays sources pour conditionner effectivement l'obtention de laissez-passer de visa long séjour à l'obtention de laissez-passer consulaire, c'est-à-dire au fait que ce pays accepte de reprendre sur son territoire des ressortissants en situation irrégulière sur le nôtre. Il ne dit rien de plus. Par ailleurs, il est conforme aux dispositions réglementaires et les accords, les conventions internationales. Je rappelle d'ailleurs sur ce point que l'Europe est en train de travailler sur ce même type de dispositif, notamment pour ce qui concerne les visas de court séjour, et que de ce fait-là, l'inscrire dans la loi telle que nous l'imaginons et telle que la Commission le souhaiterait, permet aussi à la fois de dire les choses clairement, de fixer clairement les problèmes, et puis ne donne pas d'injonction au gouvernement qui reste naturellement, et c'est bien normal, libre de faire ce qu'il veut. D'ailleurs, il y a eu d'autres amendements qui portent sur le fait d'inscrire dans le texte le fait qu'on peut conditionner les laissez-passer consulaires à l'aide au développement, que la Commission n'a pas retenu, puisque c'est évident qu'on n'est pas là dans une fonction, j'allais dire pratiquement relative à une réglementation régalienne. Voilà, donc l'avis est défavorable sur les trois amendements de suppression. Merci. Merci. L'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Alors, pour être précis, la Commission des lois a adopté cet article qui permet de refuser un visa de long séjour à un étranger au motif que l'État dont il a la nationalité n'est pas suffisamment coopératif pour réadmettre ses ressortissants faisant l'objet en France d'une mesure d'éloignement. Alors, il est vrai que l'obtention de laissez-passer consulaires est effectivement un déterminant de l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière. Et comme vous le savez, le gouvernement est pleinement mobilisé à cet effet. Et je peux en attester personnellement pour avoir travaillé de près avec des homologues
étrangers, de pays étrangers, et par ailleurs, ça a été l'objet d'une discussion à la dernière rencontre au Luxembourg, donc au niveau européen, entre les ministres de l'Intérieur européens où je m'étais rendue. Donc c'est un vrai sujet. Mais le taux de délivrance de laissez-passer consulaires ne saurait justifier les dispositions de l'article 11A selon lesquelles l'autorité administrative pourrait pourrait décider de refuser ou non un visa de long séjour à un particulier sans autre critère que sa nationalité. Ces questions ô combien essentielles ne peuvent se régler dans le cadre d'un, entre guillemets, marchandage entre des situations individuelles. Elles doivent l'être dans le cadre, bien sûr, comme l'a dit Alain Richard, dans le cadre diplomatique, d'une action diplomatique. À cet égard, le gouvernement conduit une action résolue pour accroître la délivrance par les pays d'origine de ces documents. Cela passe par l'action diplomatique conduite par le président de la République et par le gouvernement, celle aussi de l'ambassadeur pour les migrations qui intervient auprès des pays d'origine, mais également par la mise en place au ministère de l'Intérieur d'une task force, je dirais, qui intervient en appui des préfets en cas de difficulté à obtenir des documents. Et cette action que nous menons porte, alors il est vrai de façon inégale, mais porte déjà ses fruits, puisque sur l'année 2017, nous avons pu augmenter le nombre d'éloignements de 14% par rapport à 2016. C'est encore insuffisant, nous le savons, mais je voulais le signaler. Sur les 4 premiers mois de l'année 2018, les éloignements ont également augmenté de 14% par rapport aux premiers mois de l'année 2017. Donc, nous donnons un avis favorable à ces 3 amendements, en sachant, comme je l'ai bien dit, que c'est un vrai sujet, mais que nous pensons que ce n'est pas le niveau législatif qui doit le rappeler. Très bien. Y a-t-il des explications de vote, Monsieur Young? Merci, Monsieur le Président. Je dois dire que la suppression de ces amendements, moi, me pose un problème et me rend dubitatif. Je pense qu'on risque de se trouver dans des situations où, en prenant un cas individuel, on a un jeune à qui on propose de venir faire des études en France, qui sera bon pour l'économie française, et qui tombera dans le quota des refusés. Bon, ce n'est pas une politique, me semble-t-il, très, très intelligente. J'ajoute aussi que nous avons déjà discuté un certain nombre d'accords avec des pays de provenance de l'émigration. Je pense au Sénégal, je pense au Mali, et je pense qu'il y en a un 3e ou un 4e. Et ces accords n'ont rien donné. La réalité, c'est que, pour des raisons de politique interne et parce que ce sont des questions complexes, difficiles pour les gouvernements de ces pays, même quand ils sont engagés, même quand ils ont été engagés dans un accord avec la France, portant plutôt d'ailleurs sur la politique de coopération, sur les crédits qu'on pouvait mettre à leur disposition. Non pas sur des quotas, mais sur des crédits. On vous donne plus d'argent si vous nous donnez davantage d'accords consulaires. Eh bien, même ces accords-là n'ont pas fonctionné. Donc moi, je pense que ça sera la même chose avec ce système qui est proposé. Donc, Madame Assassi, pour explication de vote. Oui, merci, Monsieur le Président. Très rapidement, cet article 11A est inquiétant, car en fait, il fait porter la responsabilité aux ressortissants étrangers des dysfonctionnements de l'administration de son pays d'origine, outre déjà des éléments qui ont été dits par un certain nombre de collègues. Et puis, je pense aussi, à l'instar de ce que contient l'objet de l'amendement 258, qu'il est contraire à l'article 1er de notre Constitution, et c'est pourquoi nous soutiendrons l'amendement numéro 258. Merci. Monsieur Meurant, pour explication de vote. La question de l'éloignement est une question centrale de crédibilité de l'ensemble de la politique migratoire française. Lorsque, lors d'un déplacement dans le CRA du Ménil-Amelot, il nous a été très clairement expliqué que l'éloignement forcé, en fait,
concerne, et vous le savez tous, une partie très faible réellement des exécutions, repartent que ceux qui veulent repartir. Des personnes qui se sont fait avoir, on a eu le cas, nous, de personnes venant du Maroc avec qui nous avons été discutés, à qui on avait promis le mariage et qui repartaient parce qu'elle avait une famille chez elle. Et par contre, d'autres personnes qui ne veulent pas repartir et qui ne repartent pas puisqu'on expulse sur des avions commerciaux, à la différence des Allemands qui expulsent sur des avions militaires, et que vous savez très bien que quelqu'un qui fait du chahut dans un avion commercial, il n'est pas embarqué et au contraire est débarqué tout de suite. Donc en fait, c'est une des raisons pour lesquelles on expulse peu, c'est celle-ci. On n'expulse pas avec des avions militaires, avec des avions commerciaux. Et en France, c'est comme ça que ça fonctionne partout. Donc c'est la raison pour laquelle on expulse si peu. Les exécutions forcées, c'est la réalité. Il suffit d'aller écouter ceux qui, au quotidien, sont chargés de faire cela. Donc pour se faciliter la vie, tous les moyens sont bons à partir du moment où on veut véritablement avoir une maîtrise de nos flux. Et je pense qu'il serait sage de lier cela avec la bonne volonté des États pour laisser aussi passer, l'obtention des laissez-passer consulaires. Et vous savez très bien que les pays, là, le président du Sénat est actuellement au Maroc, que de très nombreux pays ne délivrent pas ces laissez-passer consulaires. Et si vous n'avez pas de laissez-passer consulaires, eh bien évidemment, on ne peut pas renvoyer les personnes chez eux. Donc tout ce qui va dans le sens de la maîtrise de ces flux, vous devriez applaudir des deux mains et essayer de trouver des solutions, qu'elles soient législatives ou au niveau du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur parlait hier du Niger. On aimerait bien savoir ce que les discussions ont donné avec d'autres pays, le Mali et les autres pays des migrations. Monsieur Karouchi, pour explication de vote. Oui, ça me permettra en même temps, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, de retirer l'amendement suivant que je devais défendre. On va gagner du temps. D'ailleurs, je propose que, ma foi, pour revenir à l'essentiel du débat, si les uns les autres pouvaient venir sur les amendements essentiels, ça donnerait un peu de clarté au débat, parce que là, on est tous un peu perdus. Moi, non, Madame Assassi, personne ne suit, rassurez-vous, les débats du Sénat en ce moment. On s'est discrédité, c'est pas la peine. Mais la réalité des choses, elle est assez compliquée. Moi, je soutiens naturellement la position de la Commission, mais je suis le premier conscient, il faut trouver un équilibre, Madame la Ministre. Je suis bien conscient que, par exemple, le Royaume du Maroc n'accepte pas facilement les renvois. Et en même temps, c'est la mode, le Royaume du Maroc nous aide beaucoup dans la lutte contre le terrorisme. Par conséquent, ce qui ne va pas d'un côté va de l'autre. Donc je suis bien conscient que c'est cousu main. On ne peut pas faire, ou on ne peut pas demander à certains États de faire des efforts de reprise quand en parallèle on leur demande de nous aider, que ce soit au Niger, au Mali, au Maroc, pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre un certain nombre de choses qui finalement sont pour nous des drames. Donc, tout ça est compliqué, mais en même temps, Madame la Ministre, on ne peut pas accepter l'idée, redite par la Cour des comptes, pas par la droite, pas par je ne sais pas qui, que finalement, on arrive seulement à 5%, 7% des reconductions à la frontière. Sinon, ça veut dire que nos réglementations, nos règles, n'ont pas beaucoup de sens et n'aboutissent pas. Alors après, il ne faut pas s'étonner que des gens dans le pays se disent qu'est-ce que ça veut dire. À la limite, les gens se diraient, quand il y a des règles, qu'elles sont respectées, les gens seront accompagnés, ça libère l'esprit. Parce qu'on vous intégrez plus facilement quand vous vous dites ceux qui ont respecté les règles sont intégrés. C'est normal, ceux qui n'ont pas respecté les règles sont reconduits. Quand les gens se disent non, tout est pareil, c'est sûr que ça ne pousse pas à être plus facilement dans l'acceptation. Moi, je pense que le gouvernement, j'en suis sûr, fait des efforts par rapport aux États de reprise. Il faut encore renforcer cette politique parce qu'il faut trouver un accord global et un équilibre. Monsieur Lecomte, pour explication de vote. Ou plutôt, Monsieur le Président, pour une excuse et une précision. C'est parce que je me suis trompé tout à l'heure. J'ai confondu cet amendement
l'article avec une proposition de la Commission européenne dans son esprit sur les visas court séjour. Donc je m'en excuse parce qu'effectivement il y a des réflexions sur ce sujet à la Commission européenne qui vont dans le sens de conditionner les visas court séjour à la manière dont les laissez-passer consulaires sont délivrés dans les pays. Donc je m'excuse de cette confusion tout à l'heure, ce qui ne change rien après au reste de l'argumentation, mais qui me permet de dire que dès lors qu'il s'agit là de visas long séjour, je vois une difficulté de plus, c'est que ça peut être des personnes qui sont déjà sur le territoire, qui sont donc en voie d'intégration et qui seraient donc en situation inégalitaire par rapport à d'autres, simplement de par leur nationalité d'origine. Voilà, donc au-delà de tout ce qui a pu être dit, je crois vraiment que cette idée n'est pas bonne et que celle de la Commission européenne n'est pas bonne non plus. Très bien, donc nous allons... Oui, Monsieur le Président de la Commission. Ah, ben, vous faites des politesses, mais il en faut un des deux qui se lève. Allez-y. Mais l'enjeu, c'est d'obtenir un accord. Sachez qu'il y a 49... La France doit avoir de mémoire 49 accords bilatéraux, dont le dernier doit dater de 2009. Que l'Europe en a 17, dont le dernier date de 2013. Et que depuis cette date, aucun de ces accords n'a évolué. Et aucun de ces accords nous a permis d'améliorer ce que nous cherchons, non pas d'empêcher les gens d'être en situation régulière sur le territoire, mais, ou de bloquer quelques coopérations que ce soit, ou quelques situations individuelles que ce soit, mais de permettre simplement qu'on arrive, pour des personnes qui sont en situation irrégulière, clairement irrégulière, jugées comme telles, à ce que le pays qui est leur pays accepte de les reprendre sur son territoire, ni plus ni moins. Mais je redis une fois de plus, nous sommes dans des accords. Voilà. Il n'y a pas de question de dire on impose. Nous sommes dans des accords. Mais le texte a volonté à marquer les choses clairement. Voilà le sujet. Monsieur le Président, Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais rappeler une chose, au risque d'enfoncer une porte ouverte, c'est qu'aucun étranger n'a droit à un visa, aucun. L'attribution d'un visa, c'est une prérogative de souveraineté que la République française exerce avec un pouvoir discrétionnaire. Par conséquent, il ne faut pas s'étonner que la République puisse décider tout à fait librement de sa pratique en la matière. Deuxième chose, la disposition adoptée par la Commission des lois et que plusieurs amendements veulent supprimer est respectueuse des prérogatives diplomatiques du gouvernement français. Elle ne lui fait aucune injonction. Elle dit simplement que nous pouvons, nous la France, refuser des visas quand le pays d'origine du demandeur ne remplit pas ses devoirs tels que nous les concevons à notre égard, soit qu'il viole les dispositions d'un accord passé avec la France, soit qu'il fasse preuve de mauvaise volonté pour la délivrance, par exemple, de certificats consulaires pour ses ressortissants en instance d'éloignement et que nous ne pouvons pas éloigner tant que nous n'avons pas la confirmation de leur identité et de leur nationalité. C'est l'objet même de ces certificats consulaires. Donc, il ne faudrait pas faire à la disposition adoptée par la Commission des lois un excès d'indignité. Elle n'est pas frustratoire de droits qu'exerceraient des étrangers à l'égard de la République. Elle n'est pas non plus réductrice des pouvoirs du gouvernement et par conséquent, je ne vois pas les raisons qui feraient que le débat doive s'antagoniser sur ces sujets. Quand le ministre de l'Intérieur va négocier avec un État étranger pour que celui-ci délivre plus facilement des certificats consulaires, il se prévaut de la volonté expresse du président de la République en ce sens. Eh bien, désormais, si nous gardons la disposition adoptée par la Commission des lois, il pourra se prévaloir aussi de la volonté expresse de la représentation nationale. Nous donnons plus de force au ministre de l'Intérieur pour ces négociations et c'est donc, de mon point de vue, une très bonne chose pour faire progresser la maîtrise des flux migratoires sans frustrer aucun droit d'aucune personne, d'aucun État, ni du gouvernement.
Bien, alors nous allons passer au vote. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains pour ces 3 amendements identiques. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, l'avis du gouvernement est favorable. Il va être procédé donc au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 167 sur l'article 11A, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénatrices et sénateurs aux groupes politiques et notifiés à la présidence. Nombre de votants 331, nombre de suffrages exprimés 330, pour l'adoption 195 contre 135. Le Sénat a adopté. Et donc nous allons passer à l'article additionnel après l'article 11A. Il a été retiré, l'amendement de M. Karouchi. Donc on passe à l'article 11 avec une parole, Madame Esther Benbassa pour... Merci, Monsieur le Président. Le présent article 11 comporte 2 mesures particulièrement problématiques. Il prévoit tout d'abord qu'un étranger qui a déposé une demande d'asile et qui souhaite demander un autre titre de séjour doit effectuer cette seconde démarche en parallèle de la première. L'article 11 précise ensuite qu'en cas de rejet de la demande d'asile et de la demande de titre de séjour, la délivrance d'une obligation de quitter le territoire français est systématique. Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer préalablement à l'étude du présent projet de loi, j'ai, avec les membres du groupe CRCE, mené plusieurs auditions afin d'appréhender la situation des exilés femmes et LGBT. Les associations de défense des droits des gays ont notamment tenu à ce que nous fassions cas des dérives que le présent article pourrait engendrer à l'encontre des personnes issues de ces minorités. Par exemple, une personne homosexuelle séropositive qui n'aura pas été bien informée sur la nécessité de formuler ces 2 demandes parallèlement et qui se serait vue déboutée de sa demande d'asile n'ayant pu prouver son homosexualité se verrait signifier une OQTF alors même que sa condition sanitaire aurait pu lui permettre d'être éligible à un titre de séjour pour motif de santé. Ces mesures ont pour effet de limiter de manière significative le droit des exilés à bénéficier d'un titre de séjour. Ils limitent également la possibilité pour les requérants de fonder sereinement leur dossier. Ces éléments sont particulièrement préoccupants, notamment pour les cas que nous venons de soulever. Nous ne pouvons accepter la précarisation des populations déjà si fragiles. Merci. Merci. Toujours sur parole sur article, Monsieur Philippe Pémézec. Oui, Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues. Alors je suis, comme tous ceux qui sont ici, avec beaucoup d'intérêt ces débats sur l'immigration, mais je m'interroge quand je vois la façon dont les débats se sont déroulés hier. Je m'interroge sur ce qui m'a semblé un peu des enfantillages. Et puis, au fond, moi, je comprends qu'un certain nombre d'élus de notre sensibilité soient absents. Je ne les excuse pas, mais je justifie leur absence parce que je trouve que la réponse qu'on apporte aujourd'hui à cette problématique extrêmement grave qu'est l'immigration est bien en deçà de ce que nous devrions faire. Et j'ai l'impression qu'on travaille des textes à la virgule, on rajoute un délai, on rajoute une signature, etc. J'ai l'impression que nous sommes en train avec un ciseau à ongles, de défricher un terrain de la taille d'un terrain de foot. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on arrête de se raconter des histoires. Parce que la vérité, c'est 100 000 migrants qui traversent chaque année la Méditerranée. Ce sont 3,5 millions de réfugiés qui sont basés en Turquie et qui restent par la grâce d'un accord de dupes avec ce pays.
et qui peut très bien d'ailleurs ouvrir ses vannes à la première occasion. Ce sont surtout, et ce n'est pas moi qui le dis, 20 à 25 millions de migrants potentiels qui se pressent en Afrique en bordure de l'Europe. 20 à 25 millions. 2 bateaux, le ministre de l'Intérieur nous informait hier soir que 2 bateaux étaient encore en train de s'approcher de nos côtes. Alors on peut continuer avec nos petits ciseaux, nos petits débats, à continuer ce travail, mais je pense que comme la taille du stade va doubler tous les ans, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors qu'est-ce qu'on fait, mes chers collègues? Est-ce qu'on continue à s'amuser comme on est en train de le faire? Alors la réponse pourrait être européenne, mais comme l'Europe est aux abonnés absents, et on l'a bien vu avec l'Aquarius, il y a aussi les États qui essayent, chacun à leur niveau, de se défendre comme ils peuvent. Et puis il y a tous ceux qui sont en bordure de l'espace Schengen qui essayent de régler les problèmes et qui supportent en tout cas tout le poids des migrants, des immigrés clandestins. Alors moi je me pose la question, que fait-on, hein? Est-ce qu'on veut éviter, oui ou non, de voir chez nous se passer ce qui est en train de se passer alors en Pologne, en Autriche, en Hongrie, en Italie, en Allemagne maintenant? Parce que si c'est demain matin, il y a des européennes, vous allez faire le nid de ceux que vous prétendez combattre. Moi, je pose une question. Est-ce qu'on n'aurait pas tout simplement intérêt à stopper l'immigration, le temps de poser les bases d'une nouvelle politique basée sur le co-développement? Écoutez, je ne me suis pas exprimé jusqu'à présent. Non, c'est pas 27 secondes de dépassement. Je pense que tous nos efforts devraient être concentrés sur cette problématique de l'immigration. L'Europe devrait être focalisée sur ce sujet parce qu'il y va de notre responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Et je pense que ça, c'est une lourde responsabilité. Bon. Oui, donc je le rappelle comme ça, mais il ne faut pas exagérer. Je répète, je ne suis pas d'une sévérité extrême, puisque si on dépasse de plus de 10 secondes comme ça, je comprends qu'il faut une chute. Mais pas 30 secondes et ensuite on continue jusqu'à 45. Je vais être... j'ai ce moyen, sachez-le, je couperai le micro quand c'est comme ça. Donc, alors, la parole est à Monsieur Jomier. Merci, Monsieur le Président. On ne va pas refaire un nouveau débat général, moi je veux bien. Mais oui, d'une certaine façon, vous avez raison. Les conventions internationales sur le droit d'asile, qu'il faut respecter, tout le monde en est d'accord, elles ont été passées à une époque où la migration n'est plus du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Et oui, les inégalités sont considérablement accrues sur la planète, les mobilités se sont développées, il est beaucoup plus simple aujourd'hui que dans les années 60 de venir d'un pays d'Afrique de l'Ouest en France ou en Europe. Les réfugiés climatiques, les changements climatiques génèrent un nouveau mouvement de population et nous en sommes à discuter là de vouloir restreindre les droits sur l'asile, en tout cas tripatouiller, essayer de poser des verrous partout ailleurs. Ce qu'on essaye depuis le début de cette discussion, c'est dire qu'effectivement, cette loi, elle n'est pas adaptée. Elle n'est pas adaptée. Elle ne résoudra rien du tout. Et en plus, on ne cesse de le dire, elle restreint des droits, ce qui n'est pas digne sur un certain nombre de points. Donc on peut effectivement partager ce constat. Pour reprendre la discussion générale à tout moment, on nous présente un projet de loi dont l'objet n'est pas de mieux répondre aux demandeurs d'asile et de faire preuve d'humanité et de fermeté, comme c'est étalé dans les principes. La réalité des mouvements migratoires, c'est que notre planète, la mondialisation, elle a cet aspect-là aussi, c'est que nos populations prennent beaucoup plus facilement l'avion pour se déplacer, mais c'est partout sur la planète. Les mouvements se développent et ces mouvements migratoires font que les pays dans lesquels la richesse s'accumule, tandis que d'autres ont beaucoup plus de mal à se développer, pour des tas de raisons qui pourraient mériter un autre débat, y compris des raisons d'ordre politique et d'organisation politique de la gouvernance de ces pays, mais des questions aussi d'exploitation des données naturelles, etc. Bref, les mouvements migratoires mondiaux, on le constate tous, explosent. Et les barrières que vous essayez de poser, parce que c'est ça dont il s'agit dans ce projet de loi, sont inutiles, inefficaces et pas dignes. Ça n'est pas une réponse, mais on en est là, donc on poursuit la discussion en se concentrant sur des amendements qui essaient de limiter les dégâts. Bien, Monsieur Lecomte. Merci, Monsieur le Président. Juste deux mots.
les mouvements migratoires ne sont pas un problème, ils sont un défi. Une étude de l'OCDE publiée il y a quelques jours corrèle d'ailleurs la capacité d'un pays à accueillir avec sa croissance économique. J'ajoute que sur des bancs qui nous ont expliqué pendant des années que le travail ne se divisait pas, mais que le travail appelait le travail, il est quand même assez étonnant, à partir du moment où il y a des personnes qui veulent travailler, qui veulent s'intégrer, de construire des barrières pour que les choses ne se passent pas le mieux possible. C'est un défi qu'il convient de faire en sorte qu'il doit être une chance pour notre pays. Alors voilà, alors après nous faisons notre travail. Oui, de ce côté-là de l'hémicycle, nous faisons notre travail. Nous sommes présents, nous essayons de mettre le doigt, point, sur les sujets qui, dans ce projet de loi, nous semblent problématiques. Et désolé, chers collègues, nous continuerons jusqu'au bout à signaler les interrogations, les inquiétudes que nous avons sur ce projet de loi, et nous le ferons jusqu'au dernier amendement. Madame Marie-Pierre de La Gontrie, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Pemezec a enfin dit les choses. L'absence de ses collègues est due à leur insatisfaction sur ce texte, qui pourtant est un texte qui a été élaboré par leur groupe, puisque la majorité de la commission des lois est une majorité LR et que tant son rapporteur que son président sont membres de son groupe. Alors, je reviens à mon évocation de tout à l'heure. Vous l'aviez parfaitement compris, Monsieur le Président, je ne vous saisissais pas d'une motion de renvoi. Je vous interrogeais sur la meilleure façon de travailler, de continuer nos travaux. Et quand M. Pemezec indique tout à l'heure qu'il comprend l'absence de ses collègues parce qu'en réalité le texte ne les satisfait pas, on fait quoi maintenant? On va continuer ainsi, donc avec une part, et j'indique d'ailleurs que ça me pose un problème, enfin à l'intérieur de votre groupe, les scrutins publics que vous faites sur chaque amendement et sur chaque article, êtes-vous sûr de pouvoir voter tel que vous le faites pour vos collègues absents? Puisque justement, s'ils ne sont pas là, M. Pemezec indique que c'est sans doute parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le texte. Donc je dis simplement qu'un certain nombre d'entre eux, visiblement, si j'écoute M. Pemezec, ne sont pas d'accord avec le texte et que donc, on leur fait éviter. Je vois que ce brouhaha fait que j'ai touché un point sensible. Et que donc, cher Roger Karoutchi, je pense que vraiment retravailler ce texte en commission permettrait d'élaborer un texte qui puisse ensuite être porté en séance de manière efficace. Oui, Madame la Présidente, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, je ne voudrais pas rajouter à la longueur des débats, mais je voudrais simplement répondre à notre collègue que la gestion d'un groupe, nous en avons l'habitude, nous sommes aguerris. Non, simplement par rapport à ce que vous avez dit. Non, mais je crois que ne nous donnez pas de leçons parce que ça fait quelques années que je suis au Sénat et je me rappelle que vous étiez dans la même situation il y a quelques années où vous n'arriviez pas du tout à mobiliser, où il y avait scrutin public sur scrutin public et on n'en faisait pas toute une histoire comme vous en faites aujourd'hui. Lorsque vous dites, est-ce que vous savez si effectivement, lorsque nous faisons un scrutin public, l'ensemble de nos collègues nous suivent? Oui, Madame La Gontrie, parce que notre groupe, on est quand même organisé à ce niveau-là. Nous savons pour qui nous votons, nous savons également les gens qui souhaiteraient s'abstenir. Tout ça, c'est une organisation qui est bien rodée, mais dans quelques années, vous comprendrez, quand vous aurez un petit peu plus d'expérience, comment fonctionne le Sénat. Juste, on va, s'il vous plaît, on ne va pas recommencer. S'il vous plaît. Avant de continuer, il y a encore des paroles sur article, il s'agit du fond. Je vais dire quelque chose sur le débat, qu'on n'y revienne pas à chaque fois. Chacun, maintenant, est au fait et prend ses responsabilités. La responsabilité de faire que nous avancions pour l'instant à 10 amendements en 1h30 nous conduit droit au fait que ça sera plus gérable, puisqu'il n'y a que 24 heures dans une journée et que nous ne finirons pas même lundi soir. Chacun les prend.
Mais on ne peut reprocher à personne de mener les débats avec tous les droits qu'il a dans ces débats, tant en termes de prise de parole que de mode de scrutin. Donc nous continuons. Madame Cohen. Oui, moi je vais revenir un petit peu sur le fond, mais voilà, on en est là. La présidente Assassi l'a dit parce qu'on est en procédure d'urgence sur un calendrier qui est complètement aberrant, sur une loi qui est fondamentale. Deuxième chose, chacun prend ses responsabilités. Ce texte, c'est le projet du gouvernement. Il est mauvais, on le combat. Il a été durci par la commission des lois, ce qui le rend encore plus mauvais, et ce qui fait qu'on continue à le combattre. Bon, voilà, deux mises au point. Troisième chose que je voudrais dire quand même, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble, parce que depuis le début, on tourne sur l'invasion des migrants qui serait à nos portes, qui fait peur finalement avec des fantasmes qu'on a entendus de tous ordres. Moi, je vais donner un chiffre. Au total, ces 3 dernières années, la France a accueilli au titre du droit d'asile, alors je parle bien du droit d'asile, je ne mélange pas, 78 016 personnes, soit 0,1% de la population française. Et on en est où là? C'est quoi l'invasion? Et puis, deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la France n'est que le 5e pays de destination après les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Canada. Et je ne reviens pas sur tout ce que mes collègues ont dit sur les bancs de gauche, sur les raisons des migrations. Et je ne reviens pas non plus sur des chiffres qui sont des chiffres objectifs, qui ne sont pas inventés parce que nous sommes communistes, écologistes ou socialistes. Les migrants contribuent de manière significative à la croissance économique. Donc voilà, je redonne ces chiffres pour que nous ayons un débat par rapport à des chiffres réels, pas supposés, et pas pour appuyer sur les peurs et les fantasmes d'une minorité, mais qui malheureusement prend le pouvoir un peu partout en Europe. Donc nous passons maintenant à la discussion de l'article 11 avec un amendement numéro 11. Madame Benbassa. Défendu, c'est un amendement de suppression Très de bien. l'article. Merci. Madame Assassi. Pardon. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Défavorable. Avis de la du gouvernement. Défavorable. Très bien. Y a-t-il une explication de vote? Il n'y en a pas, il est défendu. Donc qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Amendement numéro 69 rectifié. Madame Assassi? Ou Benbassa? Ou Bocquet? Ou Brulin? Ou Cohen? Personne? Il est défendu. Très bien. Avis de la commission? Défavorable. Identique. J'ai entendu défavorable. Deux défavorables. Y a-t-il une explication de vote? Non. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Amendement 461. Monsieur Rabier n'est toujours pas là. Donc il n'est pas défendu. 259 rectifié bis. Madame Marie-Pierre de la Gontrie. Merci, Monsieur le Président. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de présenter les 7 amendements suivants, c'est-à-dire du 259 bis au 265 bis. Nous allons ainsi accélérer notre cadence horaire. Merci, Madame de la Gontrie. Donc le 259 bis propose de supprimer 3 cas qui qualifient le risque de fuite. Vous avez compris que dans cet article, il y avait plusieurs situations qui pouvaient donc être un paramètre permettant de donner un indice sur un risque de fuite. Mais incontestablement, le fait d'être entré sur le séjour n'est pas un signe de fuite. Le fait de s'être maintenu au-delà de la durée de validité du visa non plus, et le fait de s'être maintenu après l'expiration du délai du titre de validité du titre de séjour. En clair, ce n'est pas parce qu'on se maintient sur le territoire que pour autant le risque de fuite est caractérisé. Nous proposons de l'enlever. C'était le 259. Le 260 précise le cas dans lequel un étranger peut faire l'objet d'une OQTF sans délai en cas de titre de séjour frauduleux. Et nous souhaitons ajouter qu'il faut que la personne concernée ait connaissance du caractère frauduleux du titre de séjour qu'il utilise. Nous savons la situation dans laquelle se trouvent ces étrangers et comment parfois ils se font eux-mêmes
escroqués par des gens extrêmement mal intentionnés et intéressés. Le 261 supprime la possibilité de caractériser une absence de garantie de représentation suffisante du seul fait que l'étranger aurait, je mets les guillemets, volontairement altéré des empreintes digitales. D'abord parce que le caractère volontaire va être très très difficile à établir, donc tout ça n'a pas beaucoup d'utilité, et qu'ensuite le lien entre les empreintes digitales et l'absence de garantie n'existe pas. Le 262 bis permet de donner une marge d'appréciation au préfet concernant la prononcée d'une interdiction de séjour, car si cela était automatique, ça encourrait sans doute l'inconstitutionnalité. Nous avons déjà une décision 13 août 1993 qui censure une interdiction de retour automatique dans cette situation. Le 263 bis a pour objet de maintenir à 3 ans la durée maximale de l'interdiction de séjour sur le territoire français et non pas de la prolonger à 5 ans, ce qui n'est justifié par rien. Le 264 supprime la possibilité de prononcer une interdiction du territoire pour un étranger faisant l'objet d'une obligation de territoire avec délai de départ volontaire. Et enfin, le 265 bis. Le 265 bis supprime la disposition qui permet de prolonger l'interdiction du territoire au-delà du délai de 5 ans dont nous avons parlé précédemment. Voilà, Monsieur le Président, de manière la plus claire possible, mais synthétique pour accélérer l'examen des amendements. Oui, bien, merci, parce que cet amendement, d'un coup, ça nous fait accélérer de façon très significative vu le rythme jusqu'à présent. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, je vais essayer de dépasser les 80 km/h. Sur le 259 rectifié bis, donc l'avis de la Commission est défavorable car il limiterait considérablement les moyens de nos services en charge de l'éloignement. Sur le 260 rectifié bis, l'avis est également défavorable. Nous sommes sur l'utilisation de documents d'identité faux ou falsifiés. Il faut soutenir évidemment l'harmonisation et se tenir à la formulation adoptée par l'article. Sur le 261 rectifié bis, qui vise effectivement l'altération volontaire des empreintes digitales, la suppression pour empêcher l'enregistrement, évidemment, l'amendement de suppression, avis défavorable au 261 rectifié bis. Oui, c'est vrai, défavorable à tout, mais j'explique un peu pourquoi quand même. 262 rectifié bis, également défavorable. Pour aller vite, nous sommes conformes à la directive retour. Sur le 263 rectifié bis, effectivement, c'est un avis défavorable, puisque l'objectif de la Commission était de fixer effectivement la durée maximale de l'interdiction de retour à 5 ans, conformément à ce qui est permis dans le cadre de la réglementation européenne. Enfin, 264 rectifié bis, défavorable aussi, et identique défavorable pour le 265 rectifié bis. Merci. Merci. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. En ce qui concerne le 259, c'est un avis défavorable dans la mesure où vous proposez de supprimer 3 cas permettant de révéler un risque de fuite, à savoir ceux qui se maintiennent sur le territoire sans effectuer aucune démarche en vue de régulariser leur situation, ou qui, ayant obtenu un titre de séjour, n'ont pas demandé le renouvellement plus d'1 mois après son expiration. En tout état de cause, ces comportements témoignent d'une absence de volonté de ces personnes de coopérer avec les autorités, donc avis défavorable. Le 260, avis défavorable aussi parce que, évidemment, vous êtes là, vous entendez exclure l'étranger qui n'aurait pas connaissance que son document d'identité ou de voyage soit falsifié. Ça, vraiment, c'est peu plausible. Le 261, nous donnons un avis favorable. En effet, la Commission des lois a adopté un amendement qui ajoute aux critères permettant d'établir un risque de fuite les cas d'altération volontaire des empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement. Compte tenu de la difficulté de caractériser ce critère d'intentionnalité, le gouvernement préfère quant à lui retenir comme critère le refus de se soumettre au contrôle, qui est plus facilement, évidemment, caractérisable. Donc, dans ces conditions, c'est un avis favorable pour votre amendement. Le 262, nous sommes défavorables, puisque c'est contraire à la directive retour. Le 263, qui consiste à ramener de 5 à 3 ans la durée maximale
de l'interdiction de retour prise en cas de refus de délai de départ volontaire ou lorsque l'OQTF n'a pas été respecté, sagesse. Le 264, c'est un avis défavorable, car votre amendement conduirait à restreindre l'application de l'interdiction de retour au seul cas où elle est systématique, sous réserve de circonstances particulières. Et puis le 265, enfin, un avis de sagesse. Très bien. Donc je vais résumer. Là, c'est défavorable. Quand c'est blanc, c'est défavorable. Donc sur l'amendement 259 rectifié bis, 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Sur l'amendement 260 rectifié bis, 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Sur l'amendement 261 rectifié bis, il y a un avis défavorable de la commission, mais un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Peut-être lui demander d'enlever ses écouteurs. 262 rectifié bis. 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. 263, sagesse. 263 rectifié bis. Un avis défavorable de la commission, une sagesse du gouvernement. Qui est pour? Peut-être faudrait enlever vos écouteurs, monsieur Richard. Ah, très bien. C'est bon? C'est? Et vous n'avez pas fait voter contre encore. Qui est contre? Il n'est pas adopté. Ensuite, 264 rectifié bis. Qui est pour? C'est 2 défavorables, pardon. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. 265 rectifié bis. Favorable de la défavorable de la commission et une sagesse du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Nous passons à l'article... Oui, on vote sur l'article 11. À main levée. Ça, avant. Ça, oui. Qui est pour l'article 11? Qui est contre? Il est adopté. Voilà donc pour la suite de l'examen du projet de loi Asile et Immigration ce matin. Les débats se sont concentrés sur le durcissement du regroupement familial. Hier soir, les sénateurs ont adopté la restriction de l'aide médicale d'État. C'est le dispositif qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Le Sénat l'a remplacé par une aide médicale d'urgence concentrée sur les maladies graves. Cet après-midi, on devrait arriver à la partie qui concerne la rétention. Vous pourrez bien sûr suivre ces débats sur notre antenne. On se retrouve dès 16h30 et en attendant, bien sûr, vous pouvez revoir ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.